Élie, bonjour. On vient de voir Médecin de nuit qu'on a apprécié. Super. Première petite question, Médecin de nuit, c'est un titre qui, pour les quarantenaires ou les cinquantenaires en France, évoque forcément une série qui a été lancée par Bernard Kouchner. Donc c'était un titre potentiellement connoté. Est-ce que ça vous a fait peur? Un peu, ouais. Alors, en fait, un peu, mais pas tant que ça, parce que bon, le scénario était pas très médecin de nuit, exactement comme dans la série, donc, et puis, connaissant l'univers que j'essayais de développer, je me disais que ça allait aller. D'ailleurs, on me pose la question, mais je trouve pas que ça trouble encore le message du film. Après, j'avais d'autres titres en tête, et puis, est apparu, ce titre parce que il y avait le mot médecin, il y avait le mot nuit, et c'est quand même deux choses qui sont importantes dans le film. Donc ça paraissait une sorte d'évidence, quoi. Est-ce que c'est possible de dire les autres titres qui étaient en concurrence? Non. Non, c'est secret. Ouais. C'est le secret du film, ouais. Alors, le point de départ de ce film, c'est plutôt le côté, c'est plutôt ce personnage et son âme, on va dire presque russe, un peu tourmentée. C'est plutôt ce milieu de la nuit, ce milieu parisien. C'est plutôt l'envers du décor. C'est quoi le vrai point de départ? Non, le vrai point de départ, c'est le personnage du médecin de nuit à la russe. Ouais, ça c'est clair. Je suis ce médecin et après l'histoire petit à petit est arrivée parce que je pouvais pas ne faire que filmer un personnage un peu torturé, mais il fallait bien le mettre dans une histoire. Donc comme je le voulais russe, comme je le voulais un peu torturé, angoissé dans une nuit complexe, l'idée du film de genre, du film noir est arrivée assez vite. J'allais mettre un médecin divisé entre sa maîtresse et sa femme, entre son cousin et le trafic, entre sa volonté d'être un très bon médecin et ses ordonnances faciles qu'il fait, un peu trop faciles, j'allais le mettre dans un polar, quoi. Il y a eu récemment un film russe justement qui a été sur un urgentiste. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, ça me dit quelque chose, mais je l'ai pas vu. Arythmie. Ouais, minuscule. Enfin, tout petit film, je vois très bien. Ouais. Ben non, je l'ai pas vu, mais par contre, j'ai vu un film qui est sur Univers Ciné qui s'appelle Broken Vessel, vaisselle cassée. C'est sur des SAMU à Los Angeles, et c'est la dérive totale, la folie de deux urgentistes à Los Angeles qui prennent beaucoup de drogue. Et le film est étonnant. Je sais pas à quel point ça s'appelle Dérapage en français. Vous le présentez ouvertement le film comme un film noir. Alors, il en a quelques codes, mais on n'est pas dans l'univers poisseux d'un Melville, il pleut pas tout le temps, il y a pas des il y a pas des chapeaux, il y a pas. Il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps? Il pleut. D'ailleurs, on voit, en fait, il a plu beaucoup, et c'est génial. C'est les réalisatrices et réalisateurs, je pense, aiment beaucoup la pluie. Les chefs opératrices et chefs opérateurs aussi, car le sol est brillant, et le mystère arrive. Après, moi, je voulais pas faire des codes de film noir. En fait, moi, je pense que le film noir, c'est juste que c'est une sorte de contenant d'un genre qui me semble assez lâche, ce genre, pour pouvoir contenir mon univers, la question amoureuse, la question de la division, la question existentielle, tout en étant tendu, quoi. Donc je l'utilise dans un truc assez générique. Et j'aime beaucoup aussi, quand je vais voir un film, je veux savoir de quel genre il est. J'aime bien mettre des films dans les genres. Je pense que le cinéma, quand même, il a vraiment à voir avec le genre. Le mélodrame, la comédie musicale, le western, le film noir. D'accord. Et donc, si vous deviez raccrocher ce film à un ou des films noirs, vous iriez plutôt chercher de quel côté, du coup? Plutôt du côté du film noir à la française, Melville, Corneau, voire même en poussant un peu le trait, le roman noir à la Chabrol-Truffaut, ou alors plutôt du côté des Russes, plutôt des Américains, pardon. Yeah, c'est un bon lapsus, hein. On va dire que le côté russe, que je sors un peu du chapeau, me permet de synthétiser, de faire français, américain, russe, et Paris. On va dire pas, voilà, et probablement aussi ashkénaze. Moi, le judaïsme, quelque part, il n'est pas là, mais ça me permet de trouver un endroit où ça pourrait arriver, ce médecin tourmenté, ce goût de la marge.
quand même, de qu'est-ce qu'il y a à côté, ce goût aussi des laissés pour compte. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu juif qui m'autorise à m'intéresser vraiment à la marge. D'autre part, en fait, il y a un film qui est mon film d'adolescence, qui est À bout de souffle. Franchement, À bout de souffle, même si après je sais que Godard en dit du mal de son film, j'imagine qu'il revient un peu dessus. Bon, en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, j'en étais absolument dingue. Et il y avait une interrogation amoureuse, il y avait un portrait de Paris, et il y avait en même temps une tension du film noir. Donc ça m'allait très bien. À bout de souffle tenait énormément sur Jean-Paul Belmondo. Là, votre film tient beaucoup sur Vincent Macaigne, mais pas que. Pio Marmaille a un rôle important de pervers narcissique, on peut le dire. Les femmes aussi ont un rôle important, Sarah Le Picard et Sarah Giraudot. Comment vous avez composé ce casting et comment il est venu à vous? Par plein de trucs quand même. En gros, moi, je cherche à faire une troupe depuis mon premier film. J'arrive pas complètement parce que je reprends des acteurs, des fois je les abandonne quand même, j'en prends d'autres, mais au final, moi, mon désir, c'est de faire un portrait de gens qui sont de ma génération. C'est ce que je fais. Pio, il a presque mon âge, un peu plus jeune. On a quand même commencé ensemble d'une certaine manière. Alia, c'est mon premier film, et c'est quasiment un de ses premiers films importants. Après Tahar Rahim, c'était une sorte de double aussi. Et Guillaume Gouix, Swan Arlo, c'est comme toutes les mêmes générations, et on a la même cinéphilie. J'ai besoin aussi d'être avec des gens qui aiment les mêmes films que moi. Adèle Haenel, au plus jeune, mais Adèle Exarchopoulos aussi. Bon, là, c'était, mais Sarah Giraudot, moins, la plus proche de moi. Donc, en fait, j'essaie de faire une bande. Avec comme modèle Desplechin, j'y suis pas encore, mais voilà, j'adore la bande d'acteurs que Desplechin a constitué autour de lui. Et Sarah Le Picard, elle est dans tous mes films, ça m'amuse. Et Pio Marmaille, je trouvais ça marrant qu'il soit le rôle du gentil dans Alia, et là tout d'un coup, 8 ans après, qu'est-ce qu'il est devenu? Un pervers narcissique, d'après vous. J'aimais bien cette idée. Mais maintenant, je pense que si je refais un film, je pourrais essayer encore plus de reprendre tous les mêmes acteurs, quoi, vraiment pour dire, regardez, ça j'ai ma bande. Comment vous avez composé vos personnages? Parce qu'ils ont des traits psychologiques qui leur sont propres, l'un comme l'autre. On voit bien, c'est une écriture qui est assez ciselée à ce niveau-là. Est-ce que ça s'est fait par strates? C'est-à-dire vous avez posé les choses d'une manière générale et puis après, petit à petit, vous avez affiné les personnages et vous les avez creusés? Ou est-ce qu'au contraire, dès le départ, vous les aviez tels quels, vous saviez que vous aviez cette direction-là à creuser et vous les avez écrits de cette façon-là? Je comprends très bien, c'est une très bonne question. Enfin, c'est hyper intéressant, on va dire. C'est par strates quand même, hein. Au fur et à mesure, j'affine. Ceci dit, il y a une sorte de scène matrice qui va lancer le truc. Cette scène, il faut que je l'écrive à la main généralement, ou à l'ordinateur. Mais imaginons une engueulade entre deux cousins sur un qui veut qu'il continue le business, l'autre pas. Et puis je vois à peu près ce que ça va donner. Donc il y a une sorte de freestyle. Vraiment comme les rappeurs, donc je freestyle un peu. Je sais qu'il y en a un qui sera un voyou pharmacien et l'autre médecin au grand cœur à peu près, et puis après ça s'affine. Donc voilà, donc il y a un truc un peu spontané au début avec des directions, mais c'est par strat aussi que ça se confirme. Mais en tout cas le pharmacien véreux, ça je l'avais, et aussi la question du cousin par exemple. C'est intéressant les cousins parce que ça me permet d'écrire facilement. Je sais pas, j'ai un truc des cousins, je sais les faire parler et j'ai pas de cousins. Pas de cousin, mais j'adore. Là, je pourrais continuer. Cousine, cousin, même. Tout ce rapport-là, je sais. En fait, moi, je me facilite un peu la tâche, si vous voulez. À certains moments, voilà, les cousins, les anciens amours. Bon, il n'y en a pas, mais l'amante, tout ça, je sais à peu près. Je sais à peu près faire la première scène et après, je déroule. Le film a pour ambition de mêler plusieurs thématiques en une. Donc on parlait du film noir, on parlait de ces personnages centrales, un moment charnière de sa vie où il doit devoir prendre un choix entre ces deux lui quelque part, ou ces plusieurs lui. Ouais, c'est ça exactement. Mais à côté de ça, il y a d'autres thématiques qui s'invitent. Il y a le documentaire, la caméra qui s'invite dans les appartements, et les scènes de médecins de nuit sont intéressantes pour ça parce qu'on rentre dans le quotidien des gens et on voit
des gens vrais forcément. Vous avez dû forcément sélectionner les scènes que vous avez dû choisir. Donc le film tient forcément sur un équilibre entre ces différentes composantes. Et si vous prenez trop une direction, si vous allez trop à droite ou si vous allez trop à gauche, forcément ça nuit de l'autre côté. Comment vous avez travaillé? Et j'imagine que vous l'avez travaillé à plusieurs, cet équilibre. Complètement, c'est très très juste. C'est tout à fait exact que je voulais qu'il y ait quand même plusieurs choses à l'intérieur de cette nuit, mais en même temps justement comme c'était une nuit, je pouvais faire comme il y a cette unité de temps, je pouvais faire que c'était morcelé, enfin en tout cas qu'il y avait plusieurs thématiques si vous voulez. Et puis j'ai un goût pour ça probablement, pour faire des portraits de gens qui ont plein de trucs différents à gérer, qui sont complètement différents d'heure en heure. Enfin là ça faisait d'heure en heure pour une nuit, donc ça c'était quand même génial. Eh bien l'écriture du scénario a pris un certain temps et elle était ciselée, comme vous dites, elle était très très au cordeau, quand même très travaillée. J'ai tourné un scénario où il y avait très peu de gras. Par exemple, vous savez que Jacques Audiard parle du cahier B. Il en reparle là dans les documentaires récemment qui sont sortis sur lui, un documentaire sur Arte. Et je le savais moi avant, c'est-à-dire qu'il y a plein de scènes qui sont un peu enlevées, mais il les garde et s'il a le temps, il peut les faire. Et c'est un peu l'inconscient du film. Moi, j'ai pas fait ça, mais je trouve ça génial. Par contre, j'aurais adoré. Mais j'ai pas eu assez de temps de tournage. Donc il y a que du cahier A. Après le montage évidemment a permis de trouver ce truc où c'est haletant, j'espère, vraiment physiquement. Je voulais faire un film physique et en même temps que ça soit pas que de la pure adrénaline qui fonce, et qu'il y a quand même des temps de respiration étranges, et ça fait ce film qui est en fait assez singulier, je crois, dans le côté adrénaline certes, tension, et en même temps des moments aussi où d'un coup de recul, des moments de divagation aussi un peu, et ça j'ai l'impression qu'on a réussi à le trouver. Ça c'est le talent de Benjamin Veil, le monteur de mon film. D'accord. Quand vous parliez tout à l'heure d'À bout de souffle. À bout de souffle, sa première version faisait pas loin de 2h40 pour finalement être réduit à 1h20, ce qui a fait que Jean-Luc Godard s'est fait plaisir avec des jump cuts, notamment qu'il a carrément inventé. Vous, entre le film écrit et le film et le premier rush, on va dire, ou la première version, première ours, on va dire. Voilà, et donc le travail de montage, il y avait un gros écart, ou au contraire, on y était presque. Ouais, tout près. Non, après on a dû trouver des trucs de scénario. J'ai fait un peu de scénario au montage. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, réécriture. Ouais, j'ai réécrit un peu des scènes au montage, dans le sens où tu fais des chants contre chants, tu fais redire des trucs. J'ai vachement. Mes scénarios étaient bien, mais voilà, j'ai continué le travail de scénario. C'est ça le montage, c'est un lieu où tu poursuis ton travail de scénariste. Hein, c'est clair. Une composante importante du film noir, du film genre d'une manière générale, on va dire l'ambiance sonore, l'ambiance musicale. À bout de souffle, par exemple, c'était le jazz. C'est souvent le jazz qui est utilisé. Là où on est sur une musique un peu plus électronique, mais quand même avec des consonances. Ouais, il n'y a pas d'électronique dans mon film. C'est pas électronique. Non, c'est que des vrais instruments qui sont enregistrés avec probablement des fois des reverbs et tout, mais pas tant que ça. Non, moi justement, alors, ce que ça vous paraisse électronique, ça veut sûrement dire qu'il y a une forme de modernité aussi qui fait que c'est assez bien. Moi, j'ai commandé aux musiciens qui s'appellent Yevgeny et Sacha Galperine une musique que je disais néoclassique. Je n'avais pas peur de ce terme, en pensant notamment à Howard Shore, qui fait la musique de Cronenberg, du Seigneur des Anneaux, mais ça je m'en dingue, mais Cronenberg c'est tombé par terre, et de Esther Kahn de Desplechin. Et donc je voulais ça. Eux ils m'ont proposé un truc un peu plus moderne que néoclassique, un truc un petit peu plus encore étrange. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je désirais faire une musique de film avec une mélodie et avec des choix forts et pas atmosphérique. Je trouvais que film noir un peu électro à Paris dans la nuit, et ben un truc qui m'allait pas. Mon film c'était pas ça. Et d'ailleurs j'ai jamais voulu faire un film sur le Paris by night. Ça se passe la nuit, c'est à Paris. C'est pas Paris by night, les néons, les boîtes de striptease à Pigalle. Il y a quand même plein de stéréotypes auxquels j'échappe. Tout à l'heure, certains évoquaient le film Neige comme influence possible, au même titre que Ciao Pantin. Ouais. On s'en écarte quand même par rapport à Neige. Certes, il y a une composante. Oui, sur les usagers de drogue. Voilà, il y a ce microcosme là, mais on est sur quelque chose qui est plus fictionné quelque part. La dimension documentaire est un peu plus faible.
Dans mon film, complètement. Ouais, non, des fois je parle documentaire pour aller vite et c'est vrai, il y a des trucs un peu documentaires aussi qui sont le résultat de recherches que j'ai fait, mais heureusement que j'en ai fait, c'est mon boulot. Mais par contre, c'est sûr que moi, ce que je cherche, et peut-être depuis le début de film, et là c'est très très voyant, c'est la tension entre l'artifice et la vérité. Bon, c'est ça le cinéma, hein. Il y a quand même tout le temps, c'est faux. C'est pour ça que, comme Nomadland, il y a un petit point de Nomadland où il y a pas entièrement quand même, parce que vraiment je disais ça tout à l'heure, je disais que Nomadland, je trouve que Frances McDormand, il y a un petit point où j'arrive pas complètement à croire quand même que c'est pas vrai, que non, elle est pas Nomadland, et comme il n'y a pas vraiment de tension dramatique, que c'est comme proche du documentaire parfois, bah, ça se voit encore plus, tandis que par exemple The Fighter, avec Mark Wahlberg ou Christian Bale, bon bah il joue un fumeur de crack, bah non, Christian Bale il fume pas du crack, c'est pas un ancien boxeur, et c'est pas le prolétariat de Pennsylvanie, mais comme c'est fictionné, comme c'est très écrit, il y a une dramaturgie forte, et bah ouais, tout d'un coup, ok, vas-y, c'est parti, j'y crois. Je vous rejoins sur Nomadland. Cette rencontre, et puis c'est tellement beau l'artifice et le vrai. Et puis aussi, même quand tout est faux, au théâtre, on voit bien, dans Shakespeare, bon, on sait bien que tout est faux, et en même temps, on arrive à la vérité de l'humain par le faux aussi. Je suis pas un fervent croyant du vrai à tout prix. Des fois, j'ai peur. Donc voilà. Donc après, mon film, en même temps, il le prend aussi la vérité. Et ça donne ce truc très fictionné, artificiel, et en même temps, j'essaie le plus vrai possible. Un point important sur le film, sa lumière, sa photographie. Vous aviez des références picturales, des films peut-être, ou même des tableaux. Ouais, il y a un peintre que j'adore qui est Spieliertz. C'est un peintre du nord de belge. C'est très très bleu, très très mélancolique, très triste, c'est très beau. J'ai Nan Goldin. En fait, depuis le début, je suis complètement dingue de Nan Goldin. Voilà, je m'en remets pas. Avec ce truc-là d'artificialité et de vérité, c'est-à-dire elle photographie ses amis des fois malades, la fête, New York, années 90, le sida, la toxicomanie aussi, et en même temps dans des lumières très dans des lumières qui font qu'on vit la peinture classique. C'est pas que du réel. Donc ça, Nan Goldin, c'est important. Et après, Weegee. Pour aller vite, Weegee, c'est un photographe new-yorkais des années 30-40 qui va photographier les faits divers. Il est dans sa voiture, il dort dans sa voiture, il a sa CB sur la police, et il va photographier tous les règlements de compte de la pègre, mais aussi les taudis qui brûlent dans des quartiers les plus pauvres. Et il a un destin dingue. Weegee, regardez, c'est génial. Donc voilà. Le film sort maintenant, il aurait peut-être dû sortir plus tôt, ou pas? Ouais, mais ça s'est envisagé, mais on n'a jamais été arrêté, à part le Covid qui a tout arrêté, mais il n'y a pas eu un moment où il y aller, et puis en fait, non. Et le fait qu'il sorte maintenant, ça vous fait pas un petit peu peur du fait que il fait très beau, les salles ont très bien redémarré, mais connaissent un moment un peu plus difficile, et la concurrence est forte. Ouais. Bah oui, tout ça, bien dit. Non, bien sûr, j'y suis sensible, là, je plane pas au-dessus des cieux, quoi. Le film, il avait été sélectionné à Cannes. Est-ce que, quand on vous a sélectionné à Cannes, on vous a dit pour quelle compétition? C'est une question c'est l'officiel. Donc, on va dire que j'imagine que ça réunit, et un certain regard, et la compète officielle les marches. Ils vous ont pas précisé si le film, parce que la sélection aurait pu être faite avant. Non, et par contre, j'ai croisé Thierry Frémaux, et il m'a dit, et je lui ai dit, ouais, merci beaucoup pour le label. Il m'a dit, non, c'est pas un label, c'est une sélection, c'est une vraie sélection, ils ont vraiment vu 2000 films, enfin voilà. Il m'a recadré, et il était sûr de son choix, et c'était super. Ça. Eh ben, merci beaucoup, et bonne chance à Médecins de nuit dans les salles. Merci.